Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Projetez-vous, le podcast qui explore les multiples facettes de la gestion de projet qui va vous aider en tant que leader, chef de projet, manager à naviguer dans la société actuelle, les entreprises actuelles. Et c'est justement le sujet que je vais aborder aujourd'hui en profondeur avec l'invité Joachim de... Bonjour Joachim. Bonjour Mirvette. Alors, merci de m'avoir invité. Mais de rien, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Tu possèdes une expérience en stratégie IT, intelligence artificielle, leadership, mentoring. Et ce qui nous a rapprochés dans notre cas, c'était de se retrouver à des rencontres du Project Management Institute européen, puisque tu es engagé dans le Project Management Institute suisse et tu es très proche de toutes les thématiques liées à la gestion de projet. Bonjour, rebonjour et merci vraiment d'avoir accepté. Puis on a finalement fait cette interview. Merci à toi. Alors Joachim, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Quels sont tes éléments clés et qu'est-ce qui t'a façonné pour être le Joachim d'aujourd'hui? Alors rapidement, je suis parisien d'origine. Bon, né à Vélizy-Villacoublay, mais on va dire parisien. J'ai fait des études en informatique et mathématiques à l'université, donc dans le 6e arrondissement. Et ensuite, je suis parti en Suisse pour faire un doctorat en ingénierie biomédicale. Il s'agissait d'une petite application d'intelligence artificielle pour les régimes alimentaires. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a lancé un peu à l'époque de travers et maintenant sur une belle lancée, c'est que la gestion dans le monde académique est particulièrement difficile. C'est-à-dire que les compétences sociales, le leadership sont presque absents dans beaucoup de cas. Et ayant moi eu beaucoup de problèmes dans ma relation avec ma professeure, je me suis lancé dans les études de gestion pour comprendre comment je pouvais améliorer la situation. Et depuis, je ne me suis pas arrêté parce que le côté humain est très intéressant. Ben, c'est super. Donc, tu es rentré dans la gestion de projet, pas par les méthodologies, pas par tout ceci. Bien sûr, tu as un fort background en intelligence artificielle et en données, mais c'est vraiment le côté humain qui t'a fait entrer dans cette porte gestion des parties prenantes. C'est bien cela? Oui, parce que je voyais à l'époque, dans les projets où j'étais extrêmement qualifié et très compétent, mais rien n'avançait quand même, et au contraire, plus on avançait du côté technologique, plus les conflits interpersonnels augmentaient. Donc c'est devenu important pour moi de comprendre pourquoi c'était le cas et comment je pouvais résoudre ces conflits de manière à faire avancer à la fois ma carrière forcément et les projets en eux-mêmes. Donc de faire de satisfaire les parties prenantes, gagnant-gagnant. Mais merci en tout cas. C'est vrai que moi j'ai plusieurs invités qui arrivent et à un moment on voit bien que notre côté technique pur ne suffit plus à nous faire avancer dans nos carrières, à faire avancer dans nos projets aussi. Donc on est obligé de développer ce côté humain, de mieux gérer les parties prenantes, de regarder un petit peu, comme on va parler un peu plus en profondeur plus tard dans l'interview, de la politique de l'entreprise. On parle pas de politique internationale, même si ça peut influer, ou de politique économique et tout ceci dont on a, je pense, le devoir d'en connaître un petit peu et de pouvoir... de s'informer. Mais au-delà de cela, on ne peut pas rester dans notre ordinateur, dans notre coin, essayer de faire avancer tout seul notre projet, jouer avec les chiffres, puisque toi-même, t'as une formation assez mathématique, assez... Tu aurais pu rester derrière cet ordinateur, mais
Mhm. tu as bien vu que c'était pas suffisant en fait, c'est ça. Mais pour ne pas, comment dire, pour ne pas perdre tout espoir, le côté systématique de la technique et du travail tel qu'on le connaît, c'est-à-dire sans le côté personnel, cette approche systématique est très utile pour apprendre rapidement les principes qui servent en politique d'entreprise. Mm. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ce petit concept? Tu m'as fait un petit Mhm. teasing et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs aimeraient en savoir plus sur ce côté systématique et comment, parce que quand on est Mhm. ingénieur, par exemple, on n'a pas ce côté émotionnel, on n'a pas ce côté rationnel, Mhm. mais il peut être compensé par ce côté systématique, justement, et systémique. Mhm. Bah, alors justement, une grande partie des personnes qui arrivent à cette question, la même question que je me suis posée, comment gérer les personnes, etc., ce sont des gens qui ont une orientation vers les tâches, c'est-à-dire vers le travail et vers faire les choses, plutôt que les relations, c'est-à-dire parler aux gens et faciliter les choses. Et la plupart des gens qui sont comme ça, comme moi, hein, je m'y inclus, ont une pensée très systématique. Et les Mhm. pensées très systématiques fonctionnent très bien avec des principes, des règles, en fait, des tips and tricks, comme on le dit en anglais. Oui. Ce n'est pas ça qui va nous porter au plus grand des succès, mais ça permet rapidement d'obtenir des résultats. Et une fois qu'on obtient les premiers résultats, on apprend à juger de la nuance derrière le système et à améliorer les choses petit à petit. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, on voit bien quand on arrive, quand on est jeune diplômé, on pense justement que ça va être notre capacité intellectuelle, notre intelligence, notre QI qui va Mhm. nous faire avancer loin. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas que cette intelligence-là qui existe. Et on voit, Mhm. par exemple, moi, je sais que des fois, dans certains parcours, on peut voir des personnes qui sont beaucoup moins compétentes que nous mais qui arrive rapidement à évoluer et donc on se rend compte qu'il y a d'autres Il y a compétences d'autres qu'il faut. compétences. Il y a une sorte d'intelligence sociale, d'intelligence politique, et il y a aussi des informations statistiques là-dessus. C'est-à-dire que les gens où il y a de grandes différences d'intelligence de QI entre deux personnes n'arrivent pas à communiquer et à fonctionner ensemble. Si je me souviens bien, une différence de points de QI entre 20 et 30, c'est déjà trop pour la plupart des gens. Mm. Donc les gens qui ont vraiment du succès sont en fait ceux qui sont légèrement au-dessus de la moyenne en termes de QI, mais qui ont développé leurs compétences sociales. Oui, ben Pardon, pardon. vas-y. On parlait dans un autre épisode, ben, comme on dit, les différents types d'intelligence. Intelligence sociale, c'est l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle qu'on Mhm, doit aussi développer, quoi. mhm. Oui, et alors l'intelligence relationnelle et émotionnelle, ça a tendance à être vu, comment dire, dans une perspective de deux personnes. Mm. Et l'intelligence politique, c'est vraiment la compréhension des systèmes sociaux. Mm. Donc c'est une intelligence qui est aussi très difficile à obtenir, hein, parce que c'est une question de système presque chaotique Oui. à grande échelle. Mais c'est ça qui le rend aussi très intéressant, parce qu'on se rend compte que il y a du un contre un, il y a aussi de la vraie relation, de l'émotionnalité, de l'empathie, qui est quelque chose de très important forcément. Et ça combat un peu tout ce côté, comme tu l'as dit, quand on est jeune, de se dire c'est mon intelligence, c'est mon travail qui va faire la chose. Mm. Et au contraire, on apprend au fur et à mesure que ce n'est pas le travail en soi, mais la manière dont on travaille, l'attitude qu'on apporte au travail, qui permet de faire avancer la carrière et de faciliter la vie, en fait, très simplement. Exactement la posture. Moi, en tout cas, je vois bien mon ratio. Après, c'est peut-être une évolution. C'est-à-dire, au début, on passe 90% de notre temps en société, en entreprise, à faire nos tâches, à écrire et tout ça. Et puis, à la fin, on passe à peu près, comme on dit, un chef de projet, par exemple, 80% de son temps, c'est de la communication, de la gestion des parties prenantes. Mais moi, je vais même plus loin Mhm, que ça. Comme tu dis, le système, quand on regarde un système, c'est ben, regarder en fait qui sont les personnes qui ont de l'influence dans l'entreprise, qui est-ce qui vont mhm. pouvoir te couper la tête. J'exagère, bien sûr, personne te coupera la Oui, tête, c'est, mais qui est-ce qui va pouvoir disons, couper faciliter, l'herbe sous le pied. couper l'herbe sur le pied, qui va faciliter ton projet, qui va, surtout dans, par exemple, dans le freelancing. Moi, Mhm, j'ai abordé deux attitudes différentes quand j'étais en CDI et en freelancing. Et là, on voit bien qu'en freelancing, il y a en plus, tu es à l'intérieur d'une entreprise et tu dois garder ta mission de freelance le plus longtemps possible. Donc,
Tu dois connaître quelles sont les personnes qui sont influentes dans l'entreprise qui vont pouvoir te payer, enfin, apposer leur accord pour que ton prochain contrat soit signé avec eux et être payé. Et pour ça, j'ai fait 3 ans et demi de conseil, et le conseil est extrêmement utile, comme le freelance, pour apprendre justement ce relationnel. Parce que la pression est que si on n'a pas le temps, on doit rapidement développer une relation, démontrer ses compétences et démontrer la valeur que l'on apporte. Et donc le conseil comme le freelance, ça porte énormément de leçons en politique d'entreprise, mais aussi simplement dans le relationnel. Et ce Et que j'aime bien, même si c'est un milieu très dur, hein, comme tu le connais, mm, ce milieu est très dur, mais il enseigne tellement de choses. ce qui me rappelle là tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est l'importance du savoir-faire, mais du faire savoir. C'est Mhm, la posture, voilà, c'est vraiment savoir se vendre et bien sûr, on a acquis toutes ces compétences techniques, méthodologiques et tout ça, mais pouvoir les mettre en avant pour pouvoir les mhm, présenter à des personnes qui sont influentes et qui vont pouvoir nous accompagner dans la réussite de nos projets ou de notre carrière ou de notre évolution mhm, professionnelle. Et ça, je pense que quand on a fait ce switch-là, je pense que notre perspective et notre attitude en entreprise est complètement mhm. différente. C'est ce qu'on voit chez les jeunes managers. Ceux qui viennent d'une compétence très technique et qui de suite deviennent chefs d'équipe, il y en a où ça tombe directement parce ils restent mentalement dans la technique Mm. et ils n'arrivent pas à comprendre que leur rôle est différent. C'est typiquement, dans beaucoup de cas, donc les personnalités de type A ou les micromanagers, ce sont ceux qui ne sont jamais sortis mentalement de la technique. Mm. Ce sont les experts qui se reposent sur leur expertise, Mm. alors que en tant que chef d'équipe, en tant que directeur, leur importance n'est plus cela, mais de savoir faire travailler les autres et C'est de savoir influencer et inspirer les autres au travail. C'est très important et toutes ces notions-là, moi personnellement, je les ai apprises, j'ai commencé à les connaître, à m'en informer à partir du moment où j'ai eu ma certification PMP, Mhm, Project Management Professionnel. Pour ta part, c'était un peu différent puisque toi, tu avais une problématique avec ta professeure et après, mhm. est-ce que ça a été le fil conducteur? Comment se sont passées tes expériences professionnelles suivantes? Est-ce qu'il y a eu, Alors, voilà, un avant-après? euh, ça m'a déjà beaucoup aidé à formaliser les choses. C'est-à-dire que dans la recherche, on fait beaucoup de gestion de projet, mais sans se rendre compte de ce qu'on fait. Donc encore une fois, ça peut être très chaotique, ça peut être mal organisé, mais ce qu'on fait, c'est beaucoup de gestion de projet. Et ensuite, ce côté humain que j'ai après développé en tant que bénévole, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les points de vue des autres, à sortir un peu de ma bulle d'expert et à arriver à gérer ces discussions entre différents experts et avec des gens qui ne sont pas experts. Donc ça m'a énormément facilité la vie dans le travail, pour discuter avec les parties prenantes, pour discuter, j'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé avec des ingénieurs, des informaticiens, j'ai travaillé dans la mode. Ça aide beaucoup parce que ça nous force, voilà, encore une fois, à sortir de cette bulle et à parler à des gens et non pas aux idées que l'on se fait des gens. Mm. Et donc, au fur et à mesure que j'ai renforcé ce côté-là, ma carrière a aussi beaucoup amélioré. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de plaisir au travail et je suis mieux rémunéré en même temps. C'est très important ce que tu dis parce que vraiment, en France par exemple, quelqu'un qui est chef de projet, c'est souvent un expert qui est technique et il n'a pas Mhm, besoin d'avoir, il aura peut-être une ou deux formations de fondamentaux, mais en France, il n'y a même pas besoin de la certification ni PMP, ni Prince, ni rien du tout. mhm, Enfin, il suffit d'être très technique. Mais le problème, ce qui fait que ça fait des managers, des responsables techniques dans des mhm, domaines très poussés qui n'arrivent pas à communiquer, le faire savoir. Donc, ils n'arrivent mhm, pas à communiquer déjà, à mettre en avant ce que leur équipe fait correctement et à le faire remonter. Donc, ils arrivent à un plafond de verre, mais aussi à l'intérieur mhm, de l'équipe, on voit qu'il y a des problématiques, voilà, parce que les gens doutent un peu de son leadership, puisque mhm, la personne, par exemple, moi, j'ai été dans une équipe où j'étais pas du tout technique, mais où mon responsable était très technique et j'étais la PMO là-dessus. Et donc, il y a mhm, vraiment eu cette barrière de langage. Malheureusement, comme c'était moi la PMO, il fallait que ce soit moi qui réduise le gap.
Mais j'ai Mhm. trouvé que ça se voyait que dans la politique de l'entreprise, cette personne-là resterait dans ces endroits-là Bloqué. bloqué parce que son Mhm. équipe n'appréciait pas et puis ses managers ne voyaient pas ce que Mhm. son équipe faisait. Mhm. Oui, et il y a une autre chose qui arrive quand on promeut des gens qui sont très compétents techniquement, et ça c'est ce qu'ils appellent l'effet de halo. On va promouvoir des gens qui sont très compétents dans une chose à un poste auquel ils ne sont pas encore forcément qualifiés. Et ce qui arrive dans les compétences techniques, c'est qu'il y a aussi des conflits d'ego. Mm. C'est-à-dire que le chef étant promu se considère comme plus compétent sur la technique des gens qu'il est censé diriger. Ce qui peut être vrai, mais ce qui va ensuite ça va créer les bases pour des conflits et va les empêcher de s'adapter à la technologie, à la technique avec les années. Donc Exactement. les équipes gérées par des gens qui sont très techniques, en général, ont ce genre de problème, même si il y a aussi l'avantage que le chef d'équipe comprend très bien de quoi il parle. Mm. Donc comme d'habitude, il y a des compromis à faire. De manière générale, il semblerait que promouvoir des techniciens, excusez-moi, promouvoir des techniciens à des positions de leadership pose beaucoup de problèmes. Mais surtout D'où si on les formations, d'où les formations, les certifications, etc., qui sont censées nous apprendre à sortir de cette bulle technique et à nous engager vers les autres. Exactement. Je pense qu'à ce moment-là, ils doivent, s'ils veulent pas rater leur expérience, ils doivent obligatoirement passer par cette formation de leadership et ces compétences, Mhm. ces soft skills de leader qui va inspirer. Et puis, ça me rappelle aussi que les plus grands leaders, ce ne sont pas ceux qui font, mais ceux qui permettent à leurs équipes de faire. Et souvent, quand on est Mhm. expert technique, puis ça arrive même dans des super startups et tout ça, Mhm. où tu as le boss qui arrive et qui va aller réparer un bug, alors que c'est pas là qu'on l'attend. On l'attend pas pour réparer le bug, on l'attend pour faire la stratégie, avoir la vision, Mhm. la mission, et que ce soit ces équipes qui se donnent à Mhm. fond pour réparer ce bug. Ouais. Bah, un directeur, de par son nom, est censé diriger et non pas corriger. Ouais. Ah, Donc j'aime- dans ce cas-là, c'est vraiment l'exemple, peut-être un peu dit de manière cynique, d'une perte de temps. Mm. Le chef d'équipe doit faciliter et permettre à l'équipe de résoudre ses propres problèmes. Ben, vraiment, j'aime beaucoup cette façon parce que souvent, moi, je parle en anglais et tout ça, mais entre diriger et corriger, j'aime bien cette, cette phrase. Le Merci. directeur doit diriger et pas corriger. Je vais devenir consultant en aphorisme. Alors, ben, merci. Donc, tu dis que tu t'es engagé beaucoup au PMI, au Project Management Mhm. Institute, et ça t'a permis justement de développer ces compétences humaines. Quels sont certains projets ou certaines choses dont tu t'es rendu compte justement tout au long de ce bénévolat? Alors, pour ça, déjà, un grand avantage du bénévolat de manière générale est que nous n'avons presque aucune autorité. Et n'ayant presque aucune autorité formelle, nous sommes forcés de développer des relations avec les gens pour pouvoir construire des solutions ensemble. Dans le bénévolat, c'est très dur d'engager de grands projets sans avoir le moindre support d'autres personnes. Mm. Et donc c'est vraiment ça que ça m'a permis de développer, c'est ce côté, comment réseauter, comment se présenter, comment comprendre les intérêts des gens et comment leur parler pour pouvoir trouver une solution qui nous satisfasse tous les deux. Ouais, je me suis rendu compte aussi de ça que ce que j'ai beaucoup apprécié moi aussi, c'est ça, c'est que les bénévoles sont bénévoles. Donc ils viennent de leur propre gré, ils sont Mhm, motivés, ça c'est bien, mais par contre, ben, ils ont tous leur vie professionnelle et leur vie mhm, privée à côté. Donc il faut aussi savoir jongler avec tout ça et puis ben, savoir reconnaître quand une personne ne va pas être à 100% ou une personne mhm, qui va être à 100%, faire la différence. Et puis, surtout, c'est la personne aussi qui est à 100%, elle va avoir envie de faire plein de choses et ne pas être mhm, démotivée si elle n'a pas de projet ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment mhm, intéressant aussi, nous, en tant que bénévoles, de pouvoir se lancer ces challenges, ces défis, de vivre cette aventure qui est intéressante. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et mais aussi de voir dans un projet qu'on a pour le Project Management Institute,
comment faire avancer toutes les troupes malgré leurs contraintes extérieures. Mm. On peut regarder ça sur une sorte de spectre, c'est-à-dire que dans le travail payé, forcément, il y a une certaine pression socio-économique que l'on peut utiliser et que les gens respectent. C'est-à-dire que les gens vont travailler car ils sont payés avec quelque chose. Si je compare ça avec mon expérience dans la recherche est quand même assez connue pour ne pas payer beaucoup. Oui. Et on y rencontre de suite des gens qui sont beaucoup plus engagés émotionnellement à travers leur personnalité, leur identité dans le travail. C'est ce qui rend la recherche difficile. Et si on prend le bénévolat, au contraire, on va être encore plus loin, c'est-à-dire que les bénévoles s'engagent de manière générale pour des raisons très personnelles. Et donc il va falloir reconnaître et travailler avec ces raisons personnelles et toutes les contraintes qui viennent autour pour obtenir un résultat pour obtenir une idée engageante et un résultat ensemble. Et encore une fois, c'est pour ça que ça permet de développer des compétences sociales extrêmement rapidement, parce que dans le bénévolat, nous n'avons pas le choix. Oui. Nous sommes obligés d'être sociables, social, intéressants et utiles à la fois. D'être des leaders, chacun quand on porte. Merci pour ce petit tour du Project Management Institute et de ton bénévolat au Project Management Institute. On va passer un petit peu, où on va revenir à ce focus de politique interne pour donner un petit peu des pistes pour les chefs de projet qui, en nous écoutant, se sont dit c'est vrai que je suis un peu trop derrière mon bureau toute la journée. Je devrais peut-être aller un peu plus à la machine à café et observer quelles sont les relations et les fils qui sont tirés derrière. Ce qui est encore plus difficile quand on travaille à la maison et qu'on a un thermos de 2 litres. Ah oui, moi je me souviens Teams le Covid pour mon métier de PMO, Project Management Institute, où j'avais besoin c'était vraiment très compliqué justement, mais il fallait trouver des moyens justement de pouvoir obtenir ce dont on avait besoin, par exemple des chefs de projet. Oui, c'est là que le côté humain ressort encore une fois, parce qu'on ne peut plus commencer une réunion en virtuel sans demander comment ça va, parler un peu de la vie en dehors du travail, reconstruire cette relation personnelle qui existait avant implicitement à travers la proximité. L'icebreaker, là, il joue tout son sens. Oui. Alors, sur le sujet politique, que puis-je faire pour toi? Alors, donc justement, là, on en a parlé longuement. On sait très bien que quand on a des projets plus ou moins complexes, d'ailleurs, les plus complexes, ce sera d'autant plus vrai. Les chefs de projet vont évoluer dans des environnements où il va y avoir des jeux de pouvoir, des dynamiques politiques. Comment sais-tu de naviguer dans ces situations? On a parlé de l'approche systémique, on a parlé, mais je suis chef de projet, j'ai un gros projet et j'ai envie de travailler et que ça se passe bien sans me faire influencer par les jeux de pouvoir. Comment je dois m'y prendre? Je dirais commencer en restant calme. Nous parlons depuis tout à l'heure de la politique comme si c'était la pire des choses qui puissent arriver. La politique est quelque chose de normal que l'on va savoir gérer, on va apprendre à la gérer. Il va falloir faire attention, il va falloir être très flexible, et il faut aussi rester digne, c'est-à-dire ne pas se soumettre à la moindre chose. Il y a certains risques, mais encore une fois, nous sommes capables de les gérer. Donc, comme on l'a dit, les gens qui sont un peu ingénieurs, qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'apprendre, pour vous, comme pour moi, il va donc falloir développer cette approche un peu plus personnelle, cette perspective émotionnelle et sentimentale envers les gens, et de voir la sociologie un peu aussi comme un jeu de hasard. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours réussir à faire les choses, mais on va y arriver suffisamment pour faire améliorer la situation. Ça, c'est un peu l'approche, mentale. En termes de compétences, il va falloir rapidement apprendre à comprendre les autres, mais aussi à comprendre soi-même. C'est-à-dire que si on ne comprend pas le genre de personnalité qu'on a et nos propres réactions, c'est très difficile de pouvoir travailler avec les autres. Donc il y a une question d'empathie, pas forcément de sympathie, il faut faire attention, il y a des différences un peu subtiles et dangereuses entre les deux mots, et il faut arrêter de juger les gens.
Mm. À partir du moment où on arrête de juger les gens, les langues se délient, les autres sont beaucoup plus flexibles avec nous, ils sont beaucoup plus agréables, parce qu'ils sentent que nous sommes prêts à les rejoindre en tant que personne, en tant qu'individu, et non pas en tant qu'outil et en tant que ressource. Ensuite, d'une autre manière, difficile, mais il faut savoir sublimer et canaliser les désirs, c'est-à-dire sublimer ses propres tendances. Donc ce qui veut dire prendre l'énergie d'une sensation, d'une émotion et la traduire en une action productive et pouvoir canaliser la même chose chez les autres. Donc si par exemple on a quelqu'un qui est très pointilleux, on ne veut pas par exemple avoir cette personne systématiquement dans les pattes quand on crée une stratégie. Parce qu'une stratégie, c'est par définition quelque chose d'assez hasardeux, d'assez nuancé et vague, et une personne pointilleuse risque de rendre l'exercice futile. Donc, cette personne serait plus apte à faire, encore une fois, de l'assurance qualité ou de la gestion et de la coordination. On va bien sûr apprendre à analyser les réseaux, c'est-à-dire à reconnaître qui se connecte avec qui parle avec qui a influence sur quoi. Et quand on arrive à comprendre le réseau, ce grand système social dans l'entreprise, ça devient beaucoup plus facile de comprendre l'impact de chaque action sur nos intérêts et nos projets. Et en parlant d'impact, eh bien justement, il va falloir apprendre à communiquer. Donc, je fais de temps en temps des présentations sur la rhétorique. Il y a une chose très importante dans la communication, c'est qu'il y a la bonne communication, et il y a la communication pragmatique, c'est-à-dire celle qui apporte des résultats. Oui. Et parfois, obtenir un résultat, ça va se faire à travers une communication qui n'est pas bonne. Ah, Et tu peux développer. c'est une nuance qui peut être assez importante. Ça veut dire quoi une communication pas bonne, justement? Est-ce que tu as un petit exemple? Alors, un exemple qui est très connu sur Internet, et je ne me souviens plus du tout du nom, mais c'est maintenant une règle ou un syndrome, c'est qu'il est plus facile d'obtenir l'information en donnant une information fausse qu'en demandant l'information directement. Ah. C'est-à-dire que beaucoup de gens préfèrent corriger quelqu'un que les aider. Et ça, c'est une technique très classique. Une autre, c'est d'utiliser, par exemple, de fausses informations pour que vos ennemis se concentrent sur celles-ci et non pas sur le cœur de vos arguments. Donc il y a plein de petites techniques, comme ça encore une fois je donne celles qui sont un peu plus extrêmes pour l'exemple, Oui. mais il faut réfléchir de manière pragmatique, c'est-à-dire pour l'objectif et non pas pour le perfectionnisme de la communication et du projet. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à apprendre pour les gens qui ont une approche systématique comme moi, c'est de dire la perfection, le perfectionnisme est un problème en soi. Oui. Et arriver à sacrifier son perfectionnisme pour obtenir des résultats meilleurs est difficile, mais très utile. C'est intéressant comme point de vue et comme façon d'aborder les choses. Je me disais que j'étais assez bonne en politique d'entreprise, mais là, c'est la step supérieure avec les informations fausses. Et tout ceci, et c'est très intéressant. En tout cas, il faut qu'on ait cette intelligence. Moi, j'avais l'intelligence, par exemple, de repérer, comme tu dis, le réseau derrière. C'est-à-dire qui est, on va parler de marionnettes, hein, mais c'est ça, c'est un petit peu les fils et tout ça. On avait les is no good aussi, tu sais, ceux qui murmuraient à l'oreille des chefs. Voilà. Pour pouvoir supprimer un chef et se mettre à sa place. Donc, comment aller vers le N+2 pour que le N+1 soit sucré. Et puis, moi, j'avais, par exemple, je vais donner un exemple, et puis peut-être que toi, tu auras peut-être un autre exemple. Moi, j'avais réussi à avoir dans mes missions un lâcher-prise, c'est-à-dire ma vie professionnelle, ce qui se passe dedans, tu sais, les coups bas et tout ça, ne rentrait pas dans ma vie personnelle et ne m'affectait pas personnellement, même si, bien sûr. Et j'avais réussi à avoir ce recul de voir, en fait, les gens, quelquefois, qui tiraient les ficelles, les mauvaises foi, ou les gens qui allaient, quand tu arrives à un certain niveau, où tu manages, où tu gères,
t'arrives à ce niveau-là où d'autres personnes jalousent ta place ou bien Mhm. veulent ton salaire ou des choses comme ça. Et donc, t'arrives à voir qu'il y a des personnes qui essaient vraiment de te saboter Mhm. pour pouvoir avoir eux-mêmes plus d'argent, hein. Je pense qu'il n'y a rien de personnel dans tout ça, hein. C'est vraiment il faut le voir Non, pas personnellement, quoi. ouais. Bah, justement, c'est des gens qui sont très pragmatiques et c'est l'une des leçons que je recommande d'apprendre, même si durement aux gens qui débutent, c'est que les principes ne sont que des principes. Quand les bénéfices sont à la clé, les principes disparaissent pour beaucoup de personnes. Mm. On n'a peut-être pas la capacité de faire, de casser de grands principes ou de faire beaucoup de dégâts, mais il y a beaucoup de petites règles d'entreprise, de règles de bienséance aussi qui disparaissent au moment où il y a un bénéfice derrière. Une petite recommandation pendant que j'y suis, c'est un livre sur la mauvaise foi Ah oui. que j'ai pris juste pour aujourd'hui, qui s'appelle Le Petit Manuel de mauvaise foi, disponible en français forcément, et qui est très agréable à lire. Parce que ça parle de politique, ça donne des exemples et des exercices. Mais voilà, ce côté d'apprendre à reconnaître les gens et les motivations et les actions, c'est à la fois un peu paranoïaque, surtout quand on commence, ça donne cette impression d'être paranoïaque, de voir du mal chez tous les autres. Mais en fait, on se rend compte que si on arrête de juger les gens sur nos grands principes, Oui. ça devient tout à fait logique. Ça ne veut pas dire qu'on va traiter les autres comme des psychopathes, mais ça veut dire qu'il faut accepter que certaines personnes ne vont pas avoir les mêmes principes que nous et vont être prêts à faire des actions auxquelles nous ne penserions pas. Et c'est même une chose qui se dit assez souvent, c'est que les gens les plus innocents, donc qui ont une identité, une psychologie très généreuse, très prosociale, n'arrivent pas à voir les mauvaises motivations chez les autres. Ils n'arrivent pas à percevoir le mal chez les autres parce qu'ils en sont eux-mêmes dépourvus. Donc il faut développer un peu ce côté, encore une fois, psychopathe, négatif, paranoïaque chez soi, pour pouvoir reconnaître les mauvaises actions des autres. Mm. Ce qui vient avec le temps aussi, hein. On n'est pas tous doués avec les mêmes compétences à la naissance. L'éducation, l'école, la famille influent beaucoup sur notre identité, sur notre approche à la société. Merci Joachim d'en parler. En effet, moi j'allais rebondir sur toi, sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, moi je me suis aperçue de cela. Je suis effectivement dans les personnes que tu cites juste avant, c'est-à-dire celles qui n'ont pas connaissance de la méchanceté, qui ont des valeurs, qui ne pensaient pas. Voilà, il y a du mal et puis on voit bien. L'être humain est complexe, il y a beaucoup de challenges au cours de notre parcours. Certains, ils sont sensibles dès très jeunes, et puis ce qui fait que ça fait on va pas rentrer dans la psychologie des personnes et ça, mais moi, personnellement, quand je te parlais de Is No Good et de ces personnes, j'ai remarqué justement en me détachant, en analysant, en n'étant pas émotionnel et en ne jugeant pas. Tu sais, souvent se mettre à la place de l'autre, mais avec son propre référentiel, ça marche pas en fait. C'est se mettre à la place de l'autre sans avoir ce référentiel. Et ben moi, ça m'a permis de le transvaser dans la vie privée et d'être beaucoup plus critique, enfin d'être beaucoup plus éveillé, justement aux intentions des uns et des autres, comme tu dis, dans la vie privée. Donc c'est vraiment intéressant. Des fois, on le fait c'est dans la vie privée qu'on s'en aperçoit, puis après on a cette espèce de kaléidoscope dans la vie professionnelle, mais pour ma part, c'était vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans la vie professionnelle avant que ça n'arrive dans la vie privée. Oui, en fait, moi aussi, hein, c'est arrivé à peu près en même temps, mais c'est venu du côté professionnel. Après, ce détachement, ce léger détachement, c'est aussi la base de l'empathie, de la vraie. C'est-à-dire que sans ce détachement de nous-mêmes, on n'est pas capable de voir les autres tels qu'ils sont. On les voit à travers les filtres de notre propre expérience. Et bon, quand on a eu une mauvaise expérience, on a tendance à voir le mal ou à être légèrement paranoïaque. Quand on a eu plutôt des bonnes expériences, on a tendance à voir le bien et à ignorer ce qu'ils appellent en anglais les red flags. Exact. Oui. Et pour être vraiment pragmatique et correctement politique, il faut se rendre compte de nos propres biais, donc de ses propres perspectives que l'on pousse sur les autres, ses projections en fait,
et de s'en débarrasser autant que possible, ou en tout cas de s'en débarrasser dans notre analyse parce qu'elles peuvent rester utiles plus tard pour l'argumentation ou les débats. C'est très important cette histoire de red flags parce que tant que, bah, comme tu dis, on est sur le même référentiel où on se dit ah c'est pas possible, cette personne ne pourrait pas faire ça parce que moi je ne le ferai jamais. Et Oui. ben là, ben on les supprime tous et puis on a notre filtre. Et puis moi je parle, c'est comme le ressort, c'est-à-dire que à un moment on va pas revenir à notre état avant cette prise de conscience, mais comme tu dis, à un moment, on va passer par cette étape où on est très paranoïaque, où on voit le mal partout, jusqu'à ce que moi, personnellement, jusqu'à ce que je me dis, bah, moi, je vais rester conforme à mes valeurs, mes principes. Il y a certaines limites que je vais m'imposer, mais par contre, je ne suis plus aveugle, je ne suis plus dupe, et puis je vais voir les différents liens. Et donc, à partir du moment où tu as analysé ou que tu as cette critique, tu as deux choix. Soit tu vas agir en conséquence pour garder ta place, pour court-circuiter les plans et tout ça. Soit tu te dis, bon, moi personnellement, c'est ça. C'est moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ces petits guéguerres, dans ces petits jeux et tout ça. Qu'est-ce que je fais? Soit je quitte l'entreprise, je vais dans une autre entreprise, même si j'aurai les mêmes tendances, je pense, même si ce sera différent, mais il y aura toujours, ou bien, l'herbe est toujours plus verte à côté. Donc, alors, si je peux revenir sur un point que tu as mentionné, le fait que quand le changement s'opère, on commence à voir le mal partout. Là-dessus, je crois Jordan Peterson avait fait un commentaire très intéressant, c'est que ce cynisme est à la fois dangereux et nécessaire. C'est-à-dire qu'on part d'une sorte d'idéalisme que les choses sont censées être d'une certaine manière, un cynisme qui est mais de toute façon tout est pourri. Et au fur et à mesure, on intègre ces deux choses en disant voilà la manière dont je veux être, voilà la manière dont le monde est, et voilà comment nous allons interagir. Et comme tu l'as dit, quand on peut changer d'entreprise. Après, il y a une très simple expression en anglais, c'est love it, change it or leave it. Donc, aimez votre situation, changez-la ou changez de situation. Exactement. Et c'est tellement bête comme aphorisme, mais c'est très vrai. C'est qu'à la fin, on ne peut pas changer tous les lieux, tous les systèmes. Donc, soit nous allons nous adapter en appréciant la situation, soit nous allons changer de situation. Mais de ce que j'ai vu, les gens qui sont un peu, qui ressentent un certain mal-être parce qu'ils sont dans un endroit qui leur fait du mal émotionnellement, on va dire, ils cherchent souvent à sortir de ce lieu plutôt que d'apprendre à gérer cette situation. Oui. Et le résultat, c'est que en fait, ils se créent des problèmes à la chaîne. En n'apprenant pas à gérer la difficulté et l'imperfection du monde, en fait, ils restent dans une bulle qui elle-même est endommagée. C'est très important. En fait, c'est ça, c'est notre flight or fight mode. Bien sûr, c'est quoi? C'est flight or flight. Flight or fight. C'est fight ça. or flight, pardon. C'est ça, s'enfuir ou se battre. C'est qu'à un moment, on peut pas faire que s'enfuir, en fait. Si on s'enfuit, on va jamais, il faut, à un moment, fight, mais il faut choisir ses combats, bien sûr, mais c'est la fuite, elle est bonne. Les deux réactions, les deux protections sont bonnes, mais celle qui va, je pense, apporter un plus et puis nous permettre de progresser et d'avancer, c'est le fight, bien sûr. Ouais. Alors, ça dépend. C'est pour ça que je recommande la canalisation des forces des gens. C'est que quand on combat, c'est du face à face et c'est souvent des chocs. Quand on canalise, c'est comme dans les arts martiaux. Alors, je ne me souviens plus duquel, c'est peut-être le judo, corrigez-moi. C'est de dire la force arrive vers nous et nous allons l'envelopper pour l'utiliser. Judo, ouais. Voilà. En tout cas, il y aura peut-être d'autres arts martiaux, mais judo, celui-là le fait. C'est cette idée de vraiment arriver à canaliser le conflit vers quelque chose d'utile. Parce que le conflit apporte quelque chose d'utile qui est justement la différence, de montrer la différence et de permettre une sorte de résolution, mais ça demande un effort, une énergie énorme, en plus de prendre des risques plus tard. Donc apprendre vraiment à canaliser les énergies des gens et non pas à les combattre, mais à les remettre dans une autre direction,
C'est quelque chose qui se fait énormément dans la vente et c'est Mm. extrêmement utile dans la politique d'entreprise. Justement, la vente, quelles sont les compétences qu'un chef de projet doit développer pour réussir? Et là, tu viens de parler de vente, peut-être qu'il Mhm. faut que le chef de projet se fasse une petite formation de, pas de vente, mais d'influencer, comment influencer ou des choses comme ça. Quelles sont les compétences que un chef de projet devrait développer, justement, quand on arrive, comme tu dis, à ce profil technicien qui voudrait s'organiser dans un monde politique et réussir à canaliser, justement. Mhm. Je dirais déjà le premier, c'est de se débarrasser d'un certain perfectionnisme. C'est d'accepter que à un certain niveau, les choses ne sont pas faites correctement, elles sont faites dans un but précis, avec quelques sacrifices près. Ça permet déjà aux gens plus techniques qui deviennent chefs de projet d'apprécier un peu plus la situation dans laquelle ils sont. Ensuite, ça va être d'arriver à formuler voilà, des messages clairs. C'est-à-dire de comprendre vraiment quel est le but des choses, de comprendre quel est l'objet des choses. Le système qui s'appelle 5W1H en anglais, qui sera euh, pourquoi, quoi, quand, comment, Mm. qui et où, c'est très très simple à utiliser et très utile pour arriver à formater un message de manière à ce que tout le monde comprenne ce qu'il y a dedans. Ah oui, Donc ensuite, il y a ce côté, non, encore une fois, excusez-moi, les mots me viennent en anglais, mais très c'est bien. d'être infatigable. C'est-à-dire qu'en face de l'adversité, si ça marche pas, on va se retirer un peu, réfléchir et revenir à la charge avec les idées. Changer de moyen de communication, changer de méthode de communication, peut-être changer de partie prenante, changer de système. Mais pour vraiment avancer dans la carrière, en fait, il faut être infatigable. Résilient, je crois, le mot que tu cherches. Voilà. La résilience. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment d'arriver à prendre les chocs et de dire ça fait partie de la chose, je vais m'adapter à la situation et Mm. trouver un meilleur moyen. Ça Ben, demande de l'énergie, certes, mais les résultats en valent certainement la peine. c'est très bien. Je pense qu'on a bien parlé du côté politique. Alors, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on aime bien, la gestion de projet un peu technicienne, en commençant par une bonne transition, la gestion des parties prenantes. Est-ce que, justement, cette approche systémique, qu'on peut l'avoir en gestion de projet sur notre projet, comme une gestion des parties prenantes, en cartographiant ces parties prenantes, en voyant qui est-ce qui va être influent sur notre projet, qui est-ce qui va avoir du pouvoir, qui est-ce qui va être facilitateur ou à l'inverse, Mhm. qui va être freinant. Quels sont les outils ou les techniques que tu utilises pour justement cette gestion des parties prenantes et pour maintenir une bonne communication? Alors, dans un premier temps, ça va être de jouer le rôle du candide. La personne naïve, peut-être presque idiote. Mm. Pourquoi? Parce que quand on est naïf et sans jugement, les gens sont très ouverts dans leurs discussions. Ils partagent aisément les informations. Et c'est-à-dire qu'on peut poser beaucoup de questions qui sont très bêtes, mais qui révèlent énormément de choses sur la situation. À partir de ça, mon approche, c'est de regarder l'architecture d'entreprise. C'est-à-dire quelles sont les motivations, quels sont les postes et les procédures, quels sont les intérêts des gens, quels sont les outils, etc. qu'ils utilisent. On va envoyer tout ça dans une analyse très classique, influence impact par exemple. Oui. J'aime beaucoup rajouter la question de volatilité, c'est-à-dire à quel point les gens sont stables émotionnellement, ce qui est en fait du neuroticisme, Mm. parce que ça permet de savoir avec quel est le risque de gérer une certaine personne. Et ensuite, à l'occasion d'utiliser des profils de personnalité type, là je recommande par exemple celui de Belbin De Bono, qui va avoir 9 rôles, qui sont typiquement le grand créateur ou l'ingénieur ou la personne qui s'occupe de la qualité ou le coordinateur. Ça permet de classifier assez rapidement les choses et de se donner, alors pas une méthode sans faille, mais au moins une approche de base. Une fois qu'on a cette approche de base,
On va refaire un tour, parler à tout le monde, discuter un peu et tester si cette approche, si ces personnalités, ces profils sont corrects. Et on va refaire ça assez systématiquement, donc régulièrement, pour éventuellement avoir des profils qui correspondent vraiment à la personne. C'est-à-dire, méthode scientifique en fait, on établit un profil, on teste cette théorie et on adapte. Exact. Test and learn ou le PDCA, Plan Do Check Act. Voilà. Et pour vérifier aussi ça, il y a une chose qui est très simple, encore une fois, d'arriver naïvement envers ces parties prenantes et d'essayer d'établir avec eux la méthode qu'ils préféreraient pour être gérés. De manière tout à fait ouverte, en disant, voilà, je vous considère important pour ce projet, j'aimerais vous garder au moins informé, avoir vos opinions, etc. Qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour vous en termes de méthode, de fréquence, etc. Parce que la plupart des gens, encore une fois, sont honnêtes et vont faire de leur mieux pour faciliter la vie. Et on va pouvoir reconnaître aussi très rapidement ceux qui ne sont pas très honnêtes et justement qui vont créer des problèmes. Exactement. Donc dans la manière dont ils réagissent à cette approche naïve. Donc c'est vraiment, il y a le côté agile ou itératif du Plan Do Check Act et le côté vraiment de confronter le modèle à la réalité. En testant les gens, hein, bêtement. Moi, j'utilise beaucoup d'humour, ce qui me dit très rapidement les gens qui vont être un peu plus sympathiques et les gens avec qui je vais devoir être très systématique et très, très orienté sur la tâche et le travail. Donc, tous ces petits tests, ces manières dont on va changer légèrement de comportement et regarder leurs réponses, leurs réactions, vont nous permettre d'établir des profils. Et ces profils vont ensuite nous servir pour établir les étapes suivantes et les communications futures. Ben merci, je pense que c'est très important à prendre en compte parce que justement la gestion des parties prenantes, je pense que c'est ce qui va faire le succès ou non du projet. C'est limite au-delà de oui, je l'ai rendu dans les temps, délais, dans les budgets impartis, c'est vraiment toutes mes parties prenantes ont été satisfaites, on a répondu à leurs besoins, on les a informés par rapport à leurs besoins, c'est-à-dire il y a quelqu'un, il voudra être informé toutes les semaines par écrit, quelqu'un d'autre aura besoin d'une réunion une fois par mois parce qu'il lit pas ses mails et il a besoin justement d'une réunion. C'est vraiment s'adapter à la situation et être assez intelligent. Ben là, c'est de l'intelligence émotionnelle puisque tu vas en one-to-one avec chaque partie prenante et tu fais tes propres conclusions et tu arrives à mettre aussi les points d'alerte au cas où quelque chose flanche. Et quand tu parles, on parle de manque, quelqu'un qui va freiner notre projet, c'est parce que il a peut-être des intérêts, c'est-à-dire que pour lui, le fait que ton projet réussisse va affecter peut-être son travail, va affecter son département, son job, ses équipes. Donc, il va être dans cette position de freiner. C'est comme les casquettes dans une équipe agile. La casquette du développeur qui veut aller le plus vite, qui veut développer, même si c'est pas nickel. Et puis à côté, la casquette du testeur qui veut que tout soit que les risques soient pris en compte. Et que il va casser la tête aux développeurs. C'est pas une histoire de conflit personnel, c'est vraiment une question de conflit de casquette et il faut pouvoir analyser et puis se rendre compte de tous ces intérêts-là, justement. Oui, et forcément, le plus rapidement on y arrive, le mieux c'est. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui est très utile. De toute façon, si on n'y arrive pas, on va avoir des déconvenues, des insatisfactions. Il va falloir rectifier le tir rapidement pour que ça ne freine pas le projet. Merci pour cette... Alors, juste pour ça, je voudrais rajouter que c'est là où c'est très important de reconnaître les gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes ou qui ont tendance à dissimuler les choses. Parce que les joueurs politiques qui dissimulent les informations sont les plus dangereux. Car ils pourraient dire 6 mois après le projet, mais que ce projet n'avait aucun intérêt, pourquoi vous avez dépensé autant dessus. Plus on arrive à faire ressortir les intérêts et les pratiques, plus on va pouvoir gérer ces risques d'avance et éviter les problèmes dans le projet. Et forcément les problèmes dans sa carrière aussi.
Exactement, très important ce dernier point que tu dis parce que vraiment, si pendant 6 mois, tu as été chef de projet d'un gros projet, puis à la fin, il y a quelqu'un qui est très influent et qui a beaucoup de pouvoir et qui dit mais ça ne servait à rien alors que pendant 6 mois, on a essayé de l'informer, ben, c'est quand même un peu... On l'a là, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que comment dire, les gens qui dissimulent les choses sont presque tout le temps les plus dangereux. Mm. Parce que ce manque d'information augmente les risques, soit pour la personne, soit pour le projet. Et en général, s'ils dissimulent une information, c'est pour une raison qui leur est propre. Mm. Donc, connaître ça et savoir le reconnaître, c'est très important, encore une fois, pour le projet. Et aussi, ça permet de savoir comment gérer cette personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur demander des informations directement. On va devoir soit trouver les informations d'une autre manière, soit les pousser légèrement, en fait, les frustrer jusqu'à ce que dans cette frustration, ils perdent le contrôle et ils donnent la véritable information. Ouais, Après, l'humour est très très utile pour délier les langues aussi. mm. C'est-à-dire que dans un projet, il y a quelques années, la génération d'une stratégie informatique, j'ai obtenu dans les 3 premières semaines toute la documentation sur les parties prenantes. Ah, 6 mois plus tard, ils avaient relié leur langue ah, et ça a demandé à mes collègues 3 semaines pour obtenir des informations qu'on avait déjà obtenues 6 mois plus tôt. ah oui, c'est... Donc, donc plus les gens sont volatiles, donc émotionnellement instables et dissimulateurs, plus ils sont un risque pour le projet. Et s'ils sont dans des positions de décision et de pouvoir, ça veut dire qu'ils apportent une valeur à quelqu'un et donc qu'il y a des gens derrière et qu'il faut savoir qui est quoi. Ouais, très, très. Bah, on revient à notre système et à La la cartographie politique. des parties prenantes. Ben, merci. Je voulais parler d'un autre sujet. Là, je pense qu'on a bien parlé de politique et on a donné assez de billes et de parties prenantes de comment gérer que ben, notre rôle de chef de projet, de leader, ce n'est pas tout simplement de la technique et tout ça, c'est vraiment beaucoup d'humain. Et d'ailleurs, c'est le chef de projet, le manager, le leader qui va prendre cette dimension pour laisser ses équipes travailler justement le technique un maximum et pour faire avancer le projet. Et ben, je sais, on a entendu en début, dans ton parcours, tu as commencé un petit peu dans la recherche, un petit peu dans l'intelligence artificielle. Donc, je suppose que tu es toujours très à l'écoute, très friand de tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui s'est passé ces dernières années, comme elle a été popularisée et vraiment tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Comment vois-tu l'intelligence artificielle, l'IT, transformer les métiers de la gestion de projet dans les années à venir? Il va y avoir plusieurs dimensions qu'il faut regarder. Une chose, c'est que bon, les ordinateurs, et l'IA n'y échappe pas, ils sont en général très compétents dans des domaines restreints, des domaines qui en ce moment s'élargissent assez rapidement, mais quand on prend des domaines larges, les compétences baissent très rapidement. Là où les ordinateurs et l'IA sont très très bons, sont par exemple l'optimisation des ressources, le calcul des calendriers, des plans de projet, etc. Ça c'est un sujet que j'adore en plus, donc pourrions passer des heures dessus. Ce que je pense va être plus intéressant, c'est donc l'effet des large language models sur les communications. D'accord. Et en fait, sur aussi la documentation des projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à automatiquement analyser et écrire tous ces rapports qu'on doit écrire en permanence, quelle va en être l'utilité? Est-ce qu'ils ne vont pas disparaître? Alors moi j'en doute. Et pour une raison en fait justement de jeu de pouvoir et le fait que de donner des tâches inutiles aux gens, c'est très utile pour les garder occupés et soumis. Ça, pour ça, je recommande absolument le livre Bullshit Jobs de David Graeber, qui parle beaucoup de ce genre d'emploi. Donc les emplois qui ne servent à rien si ce n'est à donner du crédit à quelqu'un. À plus long terme, la gestion des compétences des personnes, ça va être une horreur. En tout cas, jusqu'à ce que l'IA soit complètement commodifiée. C'est-à-dire que pendant peut-être 5, 10 ans, voire plus, juger les compétences des gens, ça va être extrêmement difficile parce que l'IA peut faire
80% des choses à 80% de la qualité. Mm. Et donc, on va recevoir des candidatures, on va voir des gens avec qui on travaille, et nous ne serons plus capables de juger de leurs véritables compétences et de ceux sur lesquels on peut leur faire confiance. Oui. Je n'ai pas de solution pour ça, mais je pense qu'à long terme, ça va faire un peu comme ce qui s'est passé dans la révolution industrielle, c'est-à-dire que les emplois eux-mêmes vont changer. Oui. C'est-à-dire que le project manager dans 10 ans ne sera plus du tout le même qu'aujourd'hui. Sûr. De même qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout le même. Mm. Donc, normalement, ce qui va arriver avec plus ou moins de vitesse, c'est simplement que les emplois vont s'adapter à la technologie en disant, ça, c'est devenu la base, c'est devenu une commodité, et donc, nous, on va faire la valeur en plus. Mm. Il est possible que cette valeur soit un renforcement de l'industrie du service avec des travaux qui ne servent à rien. Mais ça, je ne peux pas le prédire. C'est intéressant ton point de vue là-dessus. Moi, ce que j'entends et tout ça, c'est que, par exemple, il y aura, moi j'ai reçu quelqu'un qui était CEO de Greyfly, c'était un CEO anglais, je sais pas, je pense que tu l'as peut-être déjà rencontré, il est souvent dans les events PMI, c'était Lloyd G. Skinner. Il dit que il y aura les chefs de projet, il y aura plus besoin de chefs de projet, ce sera des projets autogérés, comme la voiture autogérée. Moi, je nuance un petit peu. Je dis que ça va faciliter notre rôle, notre travail dans beaucoup de choses. Et donc, toutes les tâches, comme tu disais, le Gantt, le planning, les calculs, comme la calculatrice à un moment, eh bien, ça fera que, à un moment, on ne devra se poser que sur l'humain, en fait. C'est ça, c'est l'humain, nos relations humaines, la politique. Parce que beaucoup de ce qu'on fait aujourd'hui, qui peut être du bullshit, qui peut être redondant, comme tu as dit, les rapports de réunion, le planning, le Gantt, la gestion des risques, et tout ça va peut-être être pouvoir géré par l'IA, mais il restera quand même un fort besoin de leadership. Et c'est le côté en fait task oriented, c'est-à-dire les procédures, la coordination, la gestion des données, tout ça peut être pris en charge en grande partie par l'IA, ou en tout cas pourra l'être d'ici peu. Et qu'est-ce qu'il va rester? C'est l'autre moitié, c'est la moitié de la personne. Et le rôle même de chef de projet n'existait que très peu avant. C'est-à-dire que si on compare, si on compare le chef de projet d'il y a encore une fois 30 ans à celui d'il y a maintenant, avec toute l'informatique qui a remplacé le côté finance, le côté administration, le stockage des données, le chef de projet d'il y a 30 ans était un administrateur, c'était un libraire, c'était quelqu'un qui allait gérer beaucoup de papiers, beaucoup de documents et d'informations, mais pas forcément les personnes. Et maintenant, on est déjà beaucoup plus dans le personnel qu'il y a 30 ans. Oui. Et il y a vraiment ça qui va se développer, c'est que je pense au fur et à mesure des années avec la technologie, en fait, on réduit le rapport de l'homme au travail manuel, de plus en plus à l'effort, en fait, et on renforce le rapport de l'homme à lui-même. En fait, à ses pairs, on va dire. Et ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, encore une fois, on renforce les aspects hyper sociaux des humains. Ce qui donne aussi beaucoup de ces jeux de pouvoir. Quand on est dans un petit groupe, en général, il n'y a pas de jeu de pouvoir. Plus il y a de middle management, plus il y a de niveaux de hiérarchie, et plus on est loin du travail lui-même, plus on va voir ces jeux sociaux. J'aime beaucoup ce fil conducteur, et ce qui fait que, pour moi, justement, ça va faire que aussi, on va devoir s'appuyer sur d'autres parties de notre personnalité qui sont la créativité, l'innovation, des choses comme ça qui vont faire qu'on sera unique. Alors qu'avant, c'était vraiment notre expertise technique qui faisait de nous qui en était. C'est-à-dire, oui, moi, j'ai poussé très fort dans ce domaine-là. Moi, par exemple, c'était à un moment la chimie, puis à un autre moment, c'était la signalisation ferroviaire, et puis maintenant, c'est la gestion de projet, par exemple. Et c'est vraiment... Maintenant, ce sera plus du créatif, quelque chose que la machine ne peut pas remplacer. Aussi la résolution de problèmes dans des systèmes complexes.
quel que soit le système, tes expériences à la fois en chimie et dans le ferroviaire te permettent comment dire, te permettent d'abstraire la résolution et la méthode de résolution du problème lui-même. Mm. C'est pour ça que plus on a de carrières différentes, plus on est capable de gérer des problèmes différents et d'abstraire cette question. Alors PMI propose encore, je crois, des formations en gestion, en résolution de problèmes. Exact. Oui. Et ça, c'est une compétence très intéressante qui demande aussi à savoir gérer beaucoup l'incertitude, la même incertitude qu'on va trouver dans la politique d'entreprise. Mm. Ben, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour avec ce beau fil conducteur qui est très important. Je pense qu'on doit vraiment l'avoir en tête. Si on n'en a pas encore réalisé toute l'importance, ben, Mhm. ce podcast, cet épisode de podcast est fait pour ça. On arrive à la fin de notre interview et si les auditeurs ne devaient repartir qu'avec une chose, qu'est-ce que ce serait selon toi? Ça peut être quelque chose de l'interview, mais quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter ou voilà. Question difficile. Euh, euh, je, je, alors, je vais essayer de le formuler comme ça. La technologie change, mais l'humain reste ce qu'il est. Et donc, en investissant dans l'humain, nous permettons notre propre futur. Bah, très bien. Je pense que c'est une belle citation à prendre. Citation de Joachim Deshaies dans Projetez-vous. C'est super et je pense vraiment c'est vraiment un fil conducteur. J'ai reçu beaucoup d'invités et ils le disent Mhm, de manière différente, mais vraiment c'est des techniciens de la gestion de projet, mhm, du leadership, du management. Mais à la fin, mhm, on retourne à nos qualités humaines et à mieux mhm, se connaître et à mieux gérer ceci pour avancer, quelle que soit la technologie. Et puis ça me rappelle mhm. que la politique, ça existe depuis l'Antiquité quand même avant. Donc Ça ça existe reste sûrement depuis que les humains fonctionnent dans depuis des le groupes. feu. Exact. C'est ce qu'on voit même chez les chimpanzés. Il y a des jeux politiques chez les chimpanzés. Mm. Donc pourquoi n'y en aurait-il pas chez nous? Donc c'est quelque chose, malgré les technologies, qui Mhm, restera et qui sera intéressant pour certains, mais en tout cas qui mhm, est inévitable à comprendre et à mhm, essayer d'apporter sa petite touche à ce jeu politique. mhm, Merci beaucoup pour cette discussion mhm. enrichissante. C'est à toi. Si des auditeurs veulent te contacter ou veulent connaître un petit peu tes actualités, par quel biais et quelles sont tes actualités? Alors, si ceci est publié avant le 12 mars, je fais un séminaire avec un collègue de PMI Italie, Lorenzo Vetrano, sur le leadership dans le sport et la danse. Tu viens de te faire passer la priorité ce matin parce que le 8 mars, j'aurai une invitée femme que je vais Ah, enregistrer le 8 mars. eh Donc, bien, nous en ferons d'autres pour le plus grand public. Non, dans ce cas-là, le plus simple serait forcément de se connecter sur LinkedIn et ensuite, sinon, d'aller sur mon site web qui est j2e.com. d'accord. Bah, je mettrai les liens en description de l'épisode Mhm. et tu nous as donné aussi beaucoup de valeurs que je vais essayer de mettre aussi en lien de l'épisode. Par exemple, les livres que tu nous as Oui, toutes les conseillés. références, je peux te les envoyer pour les mettre Oui, en je ligne. veux bien. Et puis quelques théories, les 9 rôles et tout ceci. Donc, Mhm. ce serait intéressant. Merci encore d'être venu. On arrive à la fin Et de merci à toi. l'épisode. Et Merci à donc, nos à très auditeurs. bientôt. Oui, à très bientôt. Peut-être que d'autres, j'ai envie Enfin, de varier j'ai envie de varier aussi les formats de ouais. Projetez-vous et je n'oublie pas mes invités. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que cela vous aura ouvert quelques perspectives. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à contacter directement Joachim. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis.
profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.